avec Jean-Blaise Gwek. Donc s'il y a des gens qui veulent salir l'image du président de la République, ça les regarde. Nous sommes là pour faire, pour travailler, pour que vive le Cameroun et pour que le PCRN continue d'avancer et pour que le courant cabraliste continue de grandir encore et encore. Prenez leur présent, mangez. Le jour de l'élection, allez voter contre ce régime. 40 ans, c'est trop. It's enough. Quoi qu'on dise, il y a un adage de chez moi qui dit que c'est quand le Nji meurt qui devient un bon Nji. Demain, tout le monde citera M. Paul Biya comme une référence en politique. Regard politique, tous les jeudis à partir de 21h sur Regard Afrique Télévision. Une présentation de Serge Kamba. Bienvenue à cette autre sortie de Regard Politique qui, en posture d'invité, reçoit ce soir Ibrahim Yiché. Il est président national du parti Action. Ensemble, au cours des 52 prochaines minutes, nous allons revenir non seulement sur ces actions menées en fin d'année, bien évidemment au cours de l'année 2024, mais également sur les perspectives énumérées et énoncées pour l'an de grâce 2025. Quand on sait qu'on est à l'orée des élections présidentielles, il est de bon ton qu'on puisse le recevoir comme il se doit sur ce plateau. Prenons juste une transition pour recevoir notre invité de ce soir. Une fois de plus, bonsoir. Dynamique dans ses actions, le président Ibrahim Yiché est l'un des jeunes qui pensent que l'action devrait être menée d'ailleurs par les jeunes. Politique vers laquelle ou pour lequel il entrevoit beaucoup de jeunes autour des élections qui sont annoncées au Cameroun en 2025. Il est donc de bon ton qu'on puisse le recevoir comme il se doit sur ce plateau. Bonsoir Monsieur le Président et bienvenue sur Regard Politique. Merci, bonsoir. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Voilà, ce soir. Alors, meilleur vœu, j'allais dire. Merci, bonne année à vous. Merci. Quand il faut savoir, il faut noter que c'est pour la première fois depuis 2025 qu'on vous reçoit sur ce plateau de Regard Politique, bien qu'habitué sur ce plateau. Nous, on est bien curieux de savoir comment vous avez achevé votre année, comment vous avez entamé celle-ci. Disons très bien, l'année s'est bien bouclée, d'autant que nous avons terminé l'année 2024 par des prix que nous avons justement reçus, notamment le dernier en date, celui du meilleur leader politique de l'année, de la révélation politique de l'année, qui est justement ce prix qui m'a été décerné à Douala lors d'une cérémonie organisée par Caporal Média avec le parrainage du ministre de l'administration territoriale et du gouverneur de la région du littoral. Donc l'année s'est bien clôturée et l'année 2025 également démarre très bien avec beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions. Nous sommes d'ailleurs déjà sur le terrain pour implémenter nos actions pour 2025. Avant de parler de ces actions, Monsieur le Président, permettez-moi de m'appesantir un peu sur ces prix que vous avez reçus quand on sait qu'il a eu l'onction du ministre de l'administration territoriale et que vous également, vous avez mené au cours de l'année 2024 des actions qui ont été reconnues par l'État du Cameroun. Qu'est-ce que ça a fait autour de vous et vous particulièrement, qu'est-ce que ça a créé en vous? Il faut déjà dire qu'avant le prix de révélation politique de l'année 2024 au Cameroun, j'ai reçu plusieurs autres prix, notamment le prix de l'activiste politique et social jeune de l'année qui a été organisé avec le parrainage du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kavaye Djibril. Globalement, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous faites un travail remarquable, qu'on vous aime ou pas, qu'on vous déteste, vous allez être reconnu. Voilà pourquoi certains sont souvent surpris de constater que je reçois des prix qui sont organisés avec le parrainage parfois
des autorités qui incarnent nos institutions, malgré que je sois un leader politique de l'opposition. En réalité, c'est que lorsque vous êtes performant, on est obligé de faire avec vous, on est obligé de le reconnaître. Voilà pourquoi j'appelle toujours la jeunesse camerounaise à l'excellence, au travail, à la persévérance, à l'endurance. Parce qu'on peut vous cacher, on peut vous faire subir des injustices, on peut à un moment donné ne pas reconnaître votre travail, mais lorsque le seuil de la reconnaissance, le seuil du mérite est déclenché, même votre ennemi va reconnaître que vous faites un travail exceptionnel, vous faites un travail qui mérite les encouragements et les applaudissements. Est-ce que, Monsieur le Président, cette reconnaissance, on va dire nationale, puisque sous l'onction des autorités administratives et politiques camerounaises, ne vous a pas toujours donné envie de revoir un peu votre démarche pour rejoindre, par exemple, le camp de ces ministres-là, par exemple? Déjà, il faut dire que je ne vais pas rejoindre le camp des gérontocrates. Oui. Ça, au grand jamais. Je suis camerounais. Oui. Je suis disposé, comme tous les membres du Parti Action, à porter notre contribution au développement et à l'émergence de notre pays. Oui. Mais nous sommes persuadés que, avec la gérontocratie ambiante, même si nous étions invités ou appelés à travailler avec ces personnes, notre voix risquerait de ne pas être audible. Parce qu'il s'agit là d'un système qui a déjà ses méthodes, ses codes, et qui n'est pas prêt à faire des concessions, à se réinventer, à innover. Parce que, vous savez, lorsque vous avez 70 ans, 80 ans, vous devenez un conservateur. Vous êtes un habitué de la routine. Vous êtes sceptique à l'innovation, au changement. Et nous, dans ce contexte, on ne peut pas être à l'aise. Voilà pourquoi nous sommes prêts à travailler avec un gouvernement jeune qui place à son centre l'innovation, le changement, et non avec un gouvernement ultra conservateur qui est adepte du statu quo et qui pense qu'il faut utiliser les méthodes des années 60 pour gouverner en 2025. Voilà même d'ailleurs pourquoi toutes les politiques publiques se heurtent toujours à de l'échec, parce que ces politiques ne sont pas pensées et portées par des hommes de l'heure, mais plutôt par les hommes du passé, et parce que ces politiques sont conçues avec l'esprit d'une certaine époque qui est révolue. Donc, je ne suis pas prêt à rejoindre ces personnes, sauf si, justement, on constate une volonté réelle d'alternance générationnelle au sein de la machine gouvernementale. Mais c'est prêt, il faut le dire, que je ne le dois pas à ceux qui nous dirigent, mais plutôt à la jeunesse camerounaise qui me plébiscite davantage, qui se mobilise au quotidien pour nous soutenir dans ce que nous faisons et qui encourage nos initiatives. Et c'est cette reconnaissance populaire de notre jeunesse qui amène à tous ces prix dont nous récoltons depuis un certain temps. Donc moi, je voulais profiter de cet espace prestigieux pour dire merci à la jeunesse camerounaise pour l'amour qu'elle me porte et pour tout le soutien qu'elle m'accorde au quotidien depuis la légalisation de notre parti politique le 9 novembre 2023. Ça me permet justement, Monsieur le Président, de vous poser une question. Que fait l'action et quelle est la vision de l'action pour que ceux qui nous regardent puissent mieux comprendre? La vision de l'action est très simple. C'est celle de mobiliser une masse critique des jeunes consciente des enjeux. Notre but est de mobiliser la jeunesse camerounaise afin qu'elle s'intéresse à la chose politique, afin qu'elle s'intéresse à la vie politique de la nation. Notre leitmotiv, c'est justement d'arriver à un moment donné de réussir cette mobilisation de la jeunesse pour une réelle formation sur des questions liées à la citoyenneté active, parce qu'il faudrait que notre jeunesse se politise et qu'elle s'intéresse résolument à la vie politique de la nation. Donc il faut la mobiliser, il faut former cette jeunesse, il faut dire à cette jeunesse qu'elle peut et que l'avenir l'appartient et que cet avenir se joue maintenant et tout de suite.
Voilà notre première vision. Deuxièmement, notre but, ce n'est pas seulement de mobiliser une jeunesse formée sur des enjeux citoyens et politiques, mais c'est surtout de dire à cette jeunesse qu'elle peut aujourd'hui être actrice du jeu politique national. Et que l'époque où les jeunes étaient uniquement des spectateurs passifs, des acclameurs, des bacheliers, comme on le dit dans le RDPC, c'est-à-dire des personnes qui construisent des bâches lors des meetings, des personnes qui mobilisent, des personnes qui se déplacent pour acclamer le président de la République lorsqu'il arrive, que cette époque est révolue et que nous sommes à une nouvelle ère où les jeunes doivent être des députés, des maires, des sénateurs et même des présidents, des ministres et autres. Ailleurs, notamment au Gabon voisin, nous avons récemment vu une jeune dame de 33 ans qui a été nommée ministre de la Pêche et de la Mer. Nous avons vu aux côtés du Botswana une jeune dame de 26 ans qui a été nommée ministre de la Jeunesse. Et c'est comme ça un peu partout en Afrique. Donc je crois que cette jeunesse doit comprendre qu'elle peut. Et que le discours qui tente à réduire notre jeunesse ne doit plus passer. Parce que très longtemps, on nous a dit que l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, la jeunesse n'est pas un programme politique, les jeunes sont immatures, il vous faut du temps, votre tour viendra. Moi, je crois qu'il n'y a pas une école pour devenir leader politique, pour devenir président de la République, pour devenir maire ou député. Et que c'est sur le terrain qu'on apprend, qu'on s'améliore. Et que, en réalité, si l'expérience, si la vieillesse était un programme politique, si l'expérience était le socle de la réussite en politique ou bien de la bonne gouvernance, alors le Cameroun devait avoir le plus magnifique gouvernement au monde, le Cameroun devait avoir les meilleures politiques au monde et le Cameroun devait simplement être le plus grand pays du monde parce qu'au Cameroun, nous avons les plus anciens dirigeants du monde. Parce qu'au Cameroun, ceux qui nous dirigent ne sont pas des jeunes. Mais le résultat est là. Malgré l'expérience et le poids de l'âge de ces personnes, est-ce que nous sommes fiers du Cameroun d'aujourd'hui? La réponse est probablement non, parce que rien ne marche. Et quand rien ne marche, il faut se remettre en question parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut changer. Il faut changer la manière de penser, les philosophies. Il faut rajeunir le système gouvernant. Il faut une alternance générationnelle dans notre pays pour enfin espérer voir le Cameroun décoller. Une alternance générationnelle, mais Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on ferait donc de ceux qui sont là, qui semblent ne pas vouloir partir? Ceux qui sont là et qui semblent ne pas vouloir partir, le font ou bien ne veulent pas partir avec raison. Ils ne sont pas bousculés. Depuis très longtemps, les jeunes sont restés à marge de la chose politique. Les jeunes ont toujours été désintéressés par le jeu politique. C'est récemment avec l'entrée des personnes comme l'honorable Cabral Libye en politique qu'on a vu les jeunes commencer à s'intéresser à la chose politique. C'est encore très récemment, lorsque les personnes comme Ibrahim Yiché et les autres leaders du Parti Action sont entrés en politique, que les jeunes ont compris que oui, c'est possible. Parce que si Ibrahim Yiché a créé un parti politique à 23 ans, si Ibrahim Yiché aujourd'hui, à 32 ans, est un leader politique qui compte au Cameroun, ça veut dire que moi aussi je peux. Si Ibrahim Yiché était un étudiant, parce que moi je suis étudiant-chercheur, si un étudiant comme moi peut faire la politique, ça veut dire que moi aussi je peux faire de la politique. Et de plus en plus, et avec le discours que nous portons, les jeunes comprennent qu'ils doivent se lever comme un seul homme, ils doivent se mobiliser, ils doivent s'unir pour faire front à ceux qui ont pris en otage notre pays et qui ne veulent rien laisser, surtout pas à la jeunesse. Donc, ils sont là parce que ils n'avaient pas des personnes qui leur disaient que nous aussi on peut. Voilà pourquoi aujourd'hui on dit, chers parents, vous avez apporté votre contribution pour le développement de notre pays. Il est peut-être temps, et nous vous le souhaitons, d'aller vous reposer, de prendre soin de vos familles, de prendre soin de votre santé et de voir une nouvelle génération d'acteurs politiques gérer les affaires et de surtout être disposés à encourager, à encadrer, à soutenir, à conseiller ces jeunes acteurs. Parce qu'il faut qu'on fasse très attention. Dans notre pays, on constate de plus en plus que c'est la mort qui enlève les gens dans les postes de pouvoir. Vous allez voir des personnes aller en retraite, ensuite être nommées,
Puis c'est lorsqu'il meurt que on pense à un remplacement. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a au moins 4 membres de notre gouvernement décédés et pas remplacés. On a au moins une vingtaine de gouverneurs, des députés qui sont décédés durant les 4 dernières années. On a tous les gouverneurs des régions qui sont en retraite, mais qui sont toujours en poste. On a récemment eu Emmanuel Bondi, ancien ministre de la fonction publique. Exactement, qui est décédé. Et lorsqu'il était toujours conseiller, il était membre du Conseil constitutionnel. Nous avons récemment Titi Noël, voilà, qui est décédé alors qu'il était membre du Conseil électoral. Donc moi, je ne comprends pas ces pays où on refuse de laisser les parents, les pères aller se reposer. Titi Noël, il est décédé à l'âge de 85 ans. Alors, Monsieur Serge, vous êtes jeune et vous savez la fatigue qui vous anime lorsque vous rentrez chez vous le soir après avoir effectué une journée de travail. Imaginez donc la même pression qui s'abat sur un vieux de 85 ans. Vous comprenez que parfois même, c'est parce que ces personnes ne veulent pas aller se reposer qu'ils précipitent eux-mêmes leur mort, parce que ce n'est pas facile de travailler efficacement et de manière efficiente à un certain âge. Voilà pourquoi le système de retraite a été inventé. Je ne crois pas que c'est nous qui l'avons inventé, mais c'est un système qui existe pour des raisons valables et qu'il faut à un moment donné que lorsque les gens ont travaillé, qu'ils passent la main, qu'ils passent le témoin à d'autres personnes. Voilà, seulement, voilà les paroles qui nous font rejoindre tout de suite le message adressé, votre adresse à la nation le 31 décembre dernier. Avec votre permission et le concours de la technique, on va pouvoir regarder cette adresse à la nation, à la jeune génération. Pour vous revenir, il faut dire que c'est autour de plus de 10 points que vous avez abordés lors de cette adresse. Avec votre attention, nous allons regarder cet élément à revenir pour en parler. Mes chers compatriotes, en ces temps de défis et d'opportunités, je m'adresse à vous avec un esprit résolu et une vision claire pour notre avenir. Notre pays, le Cameroun, se trouve à un carrefour crucial et il est impératif que nous abordions ensemble les enjeux majeurs qui façonnent notre destin commun. La crise qui secoue les régions anglophones reste préoccupante. Des milliers d'enfants sont privés de leur droit à l'éducation dans cette partie du pays depuis 8 ans. Ceci à cause de l'insécurité persistante. Cette situation ne peut plus durer. Les crises transfrontalières perturbent également l'éducation dans plusieurs localités des régions septentrionales. Il est urgent d'instaurer des mesures qui garantissent l'accès des enfants à l'éducation, quelles que soient les circonstances. À cet effet, nous tenons à exprimer nos sincères gratitudes et nos encouragements à nos forces de défense et de sécurité, majoritairement constituées des jeunes. Ces patriotes qui de jour comme de nuit œuvrent et parfois vont jusqu'au sacrifice suprême pour la sauvegarde de notre intégrité nationale ainsi que pour notre sécurité et celle de nos biens. Nous continuons à croire et même à préconiser le dialogue sincère et inclusif comme l'unique voie de résolution de la crise anglophone. En parallèle, notre économie traverse une période difficile. L'inflation galopante et la flambée des prix des denrées de première nécessité ont plongé de nombreux Camerounais dans la précarité totale. Cette situation est exacerbée par un fléau encore plus destructeur, la corruption. Elle sape les fondements de notre société et creuse un fossé entre les privilégiés et le reste de la population. Nous proposons une lutte intransigeante contre la corruption qui aggrave cette situation.
Il est temps de prendre des mesures concrètes et fortes pour éradiquer la corruption et redresser notre économie. La transparence et la responsabilité doivent être des piliers de toute action gouvernementale. L'augmentation des salaires pour les enrhumer à la réforme fiscale et à l'inflation galopante est une solution pour la stabilité sociale du pays. À côté de cette situation déjà assez complexe, l'insertion professionnelle des jeunes reste un problème majeur dans notre pays. Les jeunes vont à l'école, obtiennent des diplômes et reviennent ensuite vivre à la maison où ils sont appelés à chômer pendant une période indéterminée. Pourtant, l'État a le devoir et la responsabilité de garantir un travail décent à tout diplômé camerounais. D'après une étude menée par les instances du Parti Action, plus de 80% de nos diplômés sont soit au chômage, soit sous-employés et perçoivent des salaires insuffisants, parfois en deçà du SMIC. À côté de ce chômage des jeunes, la corruption dans les concours administratifs, le favoritisme et l'absence d'une culture de mérite encouragent l'immigration de nombreux jeunes. Une situation regrettable pour le Cameroun qui est aujourd'hui confronté à une véritable fuite de ses cerveaux. La dégradation des mœurs et la perte des valeurs culturelles sont également préoccupantes. Un peuple ou une nation ne peut prospérer à marge de ses valeurs et de son histoire. Dans le processus de mondialisation, nous, Africains, pratiquons, n'apportons rien, mais embrassons imprudemment tout ce qui vient d'ailleurs. Il est important de faire le tri conformément à nos valeurs culturelles dans ce processus de globalisation. Nous devons, à cet effet, renforcer notre engagement envers l'éducation civique et morale pour renforcer nos valeurs traditionnelles et promouvoir un retour aux mœurs qui ont forgé la résilience et la dignité de notre peuple. Les plus jeunes, notamment les mineurs, consomment de l'alcool et des stupéfiants et parfois dans des espaces publics. Ceci au mépris des lois qui régulent ce secteur d'activité. Les élèves s'adonnent de plus en plus à des scènes de pornographie et de vandalisme face à des enseignants impuissants à qui l'on a tout retiré comme droit, faisant des élèves finalement des véritables maîtres des enseignants. Tout ceci démontre l'ampleur de la fragilisation de notre tissu social. Il est important d'exhorter les parents autour de plus de 11 points que vous avez évoqués à cette adresse à la nation. On peut également parler de la crise anglophone qui est votre préoccupation avec les droits aux études pour les enfants de cet environnement. Vous avez également évoqué cet encouragement à implication au sein des mouvements politiques pour toutes les jeunesses et surtout vers un dialogue sincère et inclusif. Est-ce qu'on peut revenir sur ces points, Monsieur le Président? Bien évidemment, je vais d'abord commencer par votre chute, où vous dites que nos actions visent à donner l'envie de faire de la politique à notre jeunesse. Bien évidemment, c'est ça la raison d'être du Parti Action. C'est de susciter cette vocation politique populaire au sein de notre jeunesse. Parce que depuis très longtemps, les jeunes pensaient que la politique est une affaire des autres, des gens d'une autre génération. Or, c'est très faux. C'est très faux parce que la jeunesse, c'est 70% de notre population. Vous ne pouvez pas avoir la force du nombre
et vous mettre en marche. Parce que lorsque vous avez la force du nombre, vous avez le pouvoir. Et je suis très fier qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des jeunes qui s'engagent en politique, des jeunes qui, comment je vais dire, à Mondo Vision et de manière officielle, annoncent des candidatures. Oui. Et c'est le cas, par exemple, récemment, de ces jeunes de Douala, oui. Le médecin Hassan Michael, oui. Qui justement a déclaré sa candidature à la présidentielle. Oui. C'est un jeune, c'est un médecin, il est aussi, je pense, juriste. Oui. Il était dans l'administration publique. Il a déclaré sa candidature, il a démissionné de la fonction publique, il a même demandé à ce que le ministre de la fonction publique de la réforme administrative puisse bloquer son matricule. Vous comprenez qu'il y a des jeunes dans notre pays qui prennent des risques, qui se sacrifient pour la jeunesse et pour le pays. Oui. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui comprennent la nécessité d'une alternance générationnelle, la nécessité de soutenir le leadership jeune, la nécessité même de faire de la politique et de soutenir l'opposition. Mais parfois, ils sont dans des calculs égoïstes. Du genre, si je m'engage, je peux faire la prison, je ne pourrai plus réussir un concours, etc. etc. Et moi, je leur dis souvent que moi, par exemple, je ne suis pas mort parce que je suis en politique, je ne suis pas allé en prison et je ne suis pas affamé. Oui. C'est comme pour dire qu'on peut faire la politique et ne souffrir de rien. Rien du tout. Il faut seulement savoir comment la faire. Et plusieurs jeunes aujourd'hui, Capra Libi, Michael et plein d'autres s'engagent en politique, mais ne souffrent de rien. Et quand je vois des jeunes comme ça qui mettent en péril leur carrière, qui décident de démissionner de la fonction publique, je dis, waouh, félicitations. Le discours que nous portons commence à porter des fruits. Et il faut encourager ces jeunes. Voilà pourquoi le Parti Action se constitue comme une plateforme qui vise à non seulement susciter l'envie de faire de la politique, mais à aider les jeunes qui s'engagent à s'épanouir politiquement. Notre parti est ouvert et disponible à tous ces jeunes militants, que ce soit du RDPC, qui subissent des injustices en termes de promotion au sein du parti, qui subissent des injustices en termes de mandature parce que le comité central du RDPC va rester à Yaoundé pour des raisons parfois pas objectives, va se mettre à désigner qui va être candidat du RDPC dans des localités. Et parfois, on va choisir des gens qui vivent à Yaoundé, qui ne connaissent même pas les réalités des localités. Moi, je vais dire à ces jeunes qui ne parviennent pas à être investis par le RDPC ou par d'autres partis politiques, pour la simple raison que vous êtes jeunes, parce qu'on pense que la jeunesse dans notre pays est immature, est incapable. Le Parti Action est disponible. Venez, nous, on va vous investir. Pour ceux qui ont des ambitions pour la députation, les législatives, les sénatoriales, même la présidentielle, le Parti Action est là. C'est votre parti, c'est votre instrument. Venez, nous, on va vous investir, nous, on va vous soutenir, on va vous encourager, parce que nous avons créé ce parti pour faciliter justement l'insertion et la promotion politique des jeunes qui sont dans des partis où on refuse de leur donner de la place, on refuse de les investir, on refuse de les écouter simplement parce qu'ils sont jeunes. Cette injustice doit finir et le Parti Action est désormais là présent pour soutenir la jeunesse. Parlant de la crise anglophone, cela dure de 2016. Je pense qu'il faut apprendre de ses erreurs. Nous avons préconisé la force, la solution militaire. Une dizaine d'années après, on constate que c'est un échec. Il faut être humble et reconnaître qu'on a échoué. Parce que l'histoire de la résolution des conflits dans le monde nous enseigne que la solution militaire, l'usage de la force, n'a pas toujours été la solution pour la résolution des crises. À côté de l'usage de la force, il faut préconiser la solution politique, le dialogue. Il faut s'asseoir autour d'une table pour dialoguer. Et on ne dialogue pas toujours avec ceux qu'on aime. On dialogue parfois avec des gens qui nous sont hostiles, avec des gens que nous n'aimons pas. Il faut négocier avec les Ayoub Tabé, avec tous les autres qui sont à l'extérieur du pays. On a fait semblant d'organiser un grand dialogue national dans notre pays. Mais en réalité, le casting a échoué parce que les différents protagonistes, les acteurs même de la crise anglophone n'étaient pas invités.
Parce que le lieu pour l'organisation de ce dialogue n'était pas le bon milieu géographique. Vous savez que plusieurs acteurs de la crise anglophone sont exilés. Oui. Vous ne pouvez pas organiser un dialogue national au Cameroun. Il faut organiser ce dialogue en territoire neutre pour que les protagonistes puissent venir étant confiants du fait qu'ils ne vont pas être arrêtés et qu'ils pourront retourner tranquillement. Mais quand vous organisez au Cameroun, s'ils arrivent et qu'à la fin, vous ne vous entendez pas sur certains points, il y a de fortes chances que vous les arrêtez. Parce que nous sommes allés jusqu'à arrêter des personnes au Nigeria pour les ramener au Cameroun. Donc, dites-vous donc que si ces personnes étaient venues au Cameroun pour un dialogue qui n'avait pas abouti, vous avez vu, on a arrêté certains militants, notamment le professeur, le docteur Mbala, à bord. Les gars avaient été arrêtés parce qu'ils étaient au Cameroun et c'était des acteurs de la non-violence. C'est eux-mêmes qui portaient en fait les résolutions fondées de la crise anglophone. Mais lorsqu'ils ont été arrêtés, il y a eu un vide qui s'est créé et les bandits, parce que la nature a horreur du vide, les bandits ont donc occupé ces vides. Aujourd'hui, on ne sait même plus ce que les gars revendiquent. Voilà, qu'est-ce qu'ils veulent véritablement? Parce que les gars tuent même leur propre population. On viole les femmes là-bas. On détruit l'avenir des enfants. Vous vous rendez compte que depuis 2016, les enfants ne vont pas à l'école. Mais quel est l'avenir de ces enfants-là? Au moins 500 000 enfants, 500 000, je perce les chiffres, sont perturbés d'éducation. Ils ne vont plus à l'école. D'autres sont venus dans des régions francophones. D'autres sont exilés. Et là-bas, au Nigeria, ils ne vont pas à l'école. Les jeunes filles sont obligées de partir à Yaoundé, à Douala, à Bafia, partout, à Bafoussam, où elles sont réduites à la prostitution pour essayer de nourrir la famille, parce que plus rien ne marche là-bas. L'économie est en berne, rien ne va, les gens meurent au quotidien, tant dans l'armée qu'au sein de la population. Moi, je crois que c'est une crise qui a assez duré et il faudrait que l'État s'engage résolument à résoudre cette crise, qu'on laisse les intérêts égoïstes et qu'on mette l'intérêt de la nation au devant, au centre, et qu'en réalité, on puisse mobiliser tous les moyens possibles et nécessaires pour résoudre définitivement cette crise. Depuis 2016, ça dure déjà trop et trop de gens sont morts dans cette crise qui, en principe, nous humilie parce qu'on est là dans le contexte d'une guerre civile, une guerre qui confronte la population nationale au gouvernement. Et cette guerre ne devrait pas exister dans un État où les gens se comprennent, où les gens parlent, où les gens dialoguent. Les anglophones veulent être écoutés, ils veulent être considérés. Il faut les écouter, il faut les considérer. C'est aussi simple que ça. Si on pense que c'est avec les armes qu'on va résoudre cette crise, on se trompe. Tôt ou tard, on va finir autour d'une table de dialogue. Et ça ne sert à rien de faire mourir des gens pour finalement revenir sur cette décision qui devait être la résolution prise depuis le début pour éviter que beaucoup de sang ne puisse couler, ne puisse être versé. Mais je crois que aussi l'une des solutions à la crise anglophone, c'est une alternance démocratique dans notre pays. Il faut que le régime change. Il faut que le système change. Il faut un renouveau politique dans notre pays. Il faut permettre à de nouvelles personnes de tenter de trouver des solutions à cette crise parce que depuis bientôt 10 ans, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont été incapables d'apporter des réponses nécessaires, des réponses efficaces à cette crise. Alors justement, Monsieur le Président de poursuivre, est-ce que vous ne craignez pas que cette alternance demandée, souhaitée par les leaders d'opinion de partis politiques comme vous, ne puisse pas créer un malaise qui déjà est pensé très profond, alors qu'il peut être encore plus profond si on permet cette alternance aux mains de ceux qui ne devraient pas? Ah ben écoutez, nous ne sommes pas des prophètes pour déjà penser que ceux qui viendront seront incapables ou bien ne mériteraient pas d'être là. Vous avez un évêque du côté de Yagua dans le Mayo d'Anaï qui a dit que, vu comment le pays est mal géré, avec la corruption, l'amateurisme, le clientélisme, le népotisme, le favoritisme, la malgouvernance, rien ne va, qu'il est préférable, et là c'est un homme de Dieu qui parle, qu'il est préférable que ces gens partent, même si il faut que
le diable remplace ces personnes. C'est une figure de style qui veut simplement dire que quel que soit, même un garçon de 11 ans, il va mieux gouverner, il va mieux diriger le pays que ces gens. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide à la tête de notre pouvoir. Le président Paul Biya ne gouverne plus le Cameroun. Les militants du RDPCM ont dit que le pays est géré. S'ils le disent au quotidien, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que le pays n'est pas géré, le pays n'est pas gouverné. Nous avons voté le président Paul Biya. Quand je parle de nous, je parle des Camerounais. Il a été plébiscité en 2018. C'est lui le président. Mais malheureusement, nous votons pour le président Paul Biya. Mais les individus qui gravitent autour de lui gèrent le pouvoir à sa place. Nous ne pouvons plus continuer d'accepter cela. Si les gens veulent le pouvoir, qu'ils présentent leur candidature et qu'on leur vote. On ne veut plus que les gens gouvernent notre pays par procuration. Et c'est pour ça que vous allez voir la politique des hautes instructions qui ne veut absolument rien dire et qui n'existe nulle part sinon au Cameroun. Parce que les gens dirigent par procuration dans notre pays. Donc, il faut que le régime change. Il faut que les jeunes arrivent au pouvoir. Et ensemble, on verra. On verra. Et moi, je préfère même que les jeunes arrivent au pouvoir quand ceux qui sont là aujourd'hui, actuellement, ne sont pas encore morts. Parce que si vous mourrez, on dit qu'un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui s'en va, qui brûle. Donc, il faut, de leur vivant, que ces personnes travaillent à ce qu'il y ait de l'alternance pour être des personnes qui pourront conseiller la nouvelle génération d'acteurs. On peut faire des erreurs. On apprend de nos erreurs. Mais il est important que lorsqu'on fait des erreurs, il y a des aînés qui sont là pour nous aider à nous relever, qu'il y ait des aînés qui soient là pour nous aider même à éviter les erreurs. De sombrer. Voilà pourquoi on parle d'alternance générationnelle. L'alternance, dans le mot alternance générationnelle, il y a quand même l'alternance. L'alternance ne veut pas dire l'alternative. L'alternance ne veut pas dire la rupture. Vous comprenez? Donc, c'est une transition en fait qui voudrait que les vieux passent la main aux jeunes et que les vieux encadrent les jeunes avant de partir. Ça ne sert à rien. Il faut que l'Afrique, les Africains arrêtent ça où des gens ont des compétences, des connaissances et puis meurent avec. La capacité, le succès d'une personnalité se mesure sur sa capacité à se régénérer à travers les autres. C'est-à-dire que j'ai été un très grand avocat et j'ai contribué à former des jeunes avocats plus excellents que moi, si possible. J'ai été un journaliste, j'ai aidé les jeunes à être des journalistes efficaces. Vous avez géré le pouvoir, mais quels sont les jeunes que vous avez aidés à gérer le pouvoir? Même au sein du RDPC, l'alternance est possible. On ne va pas nous faire croire que dans le RDPC, on n'a pas de jeunes qui peuvent devenir des présidents de la République, des députés, des maires et autres, des sénateurs. Même à l'intérieur, nous, lorsque nous prenons l'alternance, ce n'est pas l'alternance avec Ibrahim Iché ou bien l'alternance avec le Parti Action. C'est l'alternance générationnelle, point. Même au sein du RDPC, notre discours devrait interpeller la jeunesse du RDPC. Notre discours devrait interpeller l'élite du RDPC. Parce que nous leur disons que vous avez fait votre temps, il y a des jeunes au sein de votre formation, responsabilisez ces jeunes, faites confiance à ces jeunes, donnez les responsabilités de pouvoir et des postes de décision à ces jeunes, encadrez ces jeunes. Nous avons besoin dans notre pays du sang neuf, d'une nouvelle énergie, de l'innovation, du dynamisme, d'un certain charisme. Et ça se trouve au sein de la jeunesse. Au sein de la jeunesse. Tout à fait. Justement, vous évoquez également au cours de cette adresse, au-delà du dialogue national, vous parlez de corruption, de l'économie avec le SMIC qui doit être revu. Et vous évaluez même à plus de 80% de jeunes diplômés qui sont sans emploi. Effectivement, les statistiques publiées récemment par plusieurs médias et plusieurs organes de sondage dans notre pays ont révélé que au moins 74% des jeunes diplômés camerounais sont au chômage ou alors sont dans des emplois précaires. Ils sont sous-employés. Ça, c'est un sérieux problème parce qu'il y a un réel pont entre l'école et le travail dans notre pays. Les gens vont à l'école, se forment, ont des diplômes, mais après, on n'a pas du travail. Pourquoi? Parce que notre système éducatif est à revoir. Il faut l'actualiser. Il faut une adéquation entre la formation et l'offre d'emploi dans notre pays. Parce que le système éducatif et scolaire actuel
est dépassé. C'est un système qui a été conçu pour former des administrateurs qui devaient remplacer l'homme blanc. Oui. Nous avons traversé cette époque. Il faut qu'on forme des acteurs, des personnes qui peuvent créer de la richesse, des entrepreneurs, etc., etc. Donc, il faut revoir ça. Il faut aussi soutenir l'entrepreneuriat jeune. Oui. Voilà la clé du développement et de la lutte contre le chômage dans notre pays. Si on le fait, les entreprises vont résorber le déficit en termes d'employabilité dans notre pays. Dans notre pays. Donc, c'est un fait. Moi, j'ai mes camarades aujourd'hui qui vendent des chaussures à Mokolo, d'autres sont rentrés dans des villages avec des masters, ils font le champ, ils vendent du charbon, etc., etc. Ils vivent chez leurs parents. À peine quelques 5 ont eu un travail et une dizaine dans l'entrepreneuriat. Pourtant, nous étions 1000 lorsque nous avons démarré au niveau. Donc, c'est un sérieux problème. Pourtant, nous sommes dans un pays très riche. Avec moi, Ibrahim Miché, au pouvoir, je vous assure qu'aucun jeune ne va chômer dans notre pays. Sauf si c'est un jeune qui choisit le métier qu'il veut faire, qui choisit le travail. Parce qu'actuellement, les jeunes ne choisissent pas le travail, mais il n'y a même pas le travail. Moi, je vais premièrement exploiter le secteur du numérique, le digital, l'intelligence artificielle. Sincèrement, si nous explorons ces secteurs d'activité, nous allons donner de l'emploi à tous les jeunes au Cameroun. Les gens vont immigrer pour venir au Cameroun afin de travailler. Le secteur touristique, nous sommes une Afrique en miniature. Sur le plan géographique, sur le plan physique, nous regorgeons des potentiels touristiques énormes. Tous les villages dans notre pays ont au moins 1 ou 2 sites touristiques qui peuvent attirer les touristes à travers le monde. Le tourisme, l'agriculture. Il est quand même inconcevable qu'aujourd'hui, vous avez des ingénieurs agronomes qui chôment. Nous avons des terres arables. Nous avons des possibilités. Il faut donner les terres, il faut une politique agraire qui alloue les terres aux jeunes qui sortent des écoles de formation. Parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour acquérir, pour accéder à la terre. Il faut soutenir ces jeunes avec des intrants. Et vous allez voir comment, sur le plan agricole, nous allons révolutionner le secteur et nous allons créer de l'emploi. On coupe le bois au Cameroun, on exploite de l'or, on exploite du pétrole. Mais est-ce que vous vous rendez compte que toutes ces matières premières sont exportées de manière brute? Nous allons industrialiser le Cameroun et cette industrialisation va permettre qu'on crée de l'emploi. Parce qu'on va transformer désormais les produits ici et exporter les produits finis. Nous le faisons, nous créons des millions d'emplois. Je vous ai parlé de la Startup Nation. Je vous ai parlé du digital et du numérique. Est-ce que vous savez combien d'employés Amazon emploie? Vous savez combien d'employés Microsoft, Facebook, Tesla, YouTube, Google, TikTok emploient à travers le monde et à travers l'Afrique? C'est des millions d'emplois. Notre gouvernement emploie à peine 300 000 personnes. Je vous assure qu'une start-up réussie, soutenue, parce que les jeunes au Cameroun, ils ont des idées innovantes. Ils n'ont que besoin du soutien et de l'accompagnement. Si nous accompagnons ces jeunes et qu'ils créent des industries du digital dans notre pays, alors nous allons créer des millions d'emplois. Donc, il y a des pans, il y a des secteurs qui peuvent générer des emplois dans notre pays. Il faut juste avoir des personnes qui comprennent le nouveau monde, qui comprennent les nouveaux métiers et qui peuvent résolument engager des moyens pour soutenir des personnes qui vont développer ces secteurs. Donc, voilà comment nous comptons faire pour résoudre la crise de l'emploi dans notre pays, parce qu'ils sont nombreux de jeunes qui vont à l'école, ensuite vont chômer dans les maisons pour une durée indéterminée. Pourtant, les vieux sont aux affaires depuis 60 ans, depuis 70 ans. C'est un paradoxe, ça ne s'explique pas. Et pour que tout cela soit possible, parce qu'il est important de faire du Cameroun la première place financière dans le monde. Le colonel Kadhafi, paix à son âme, avait vu en le Cameroun une terre financière. Parce qu'il avait pensé même installer à Yaoundé la banque africaine. Voilà. Et donc, du coup, s'il a vu ça, et tout le monde le dit d'ailleurs, ça veut dire qu'on peut faire du Cameroun une réelle place financière. Mais comment réussir
cela? Comment faire pour attirer Justement, des fonds d'investissement? comment attirer les fonds d'investissement, pour que des gens, la diaspora et le monde entier puissent venir au Cameroun investir? Oui. Il faut promouvoir la bonne gouvernance. Il faut démocratiser le pays. Oui. Il faut résoudre des crises. Aujourd'hui, 7 régions dans notre pays est en proie des crises. C'est dit bien 7 régions sur 10. Oui. Il faut créer des mesures incitatives pour l'entrepreneuriat afin que les gens puissent venir s'installer dans notre pays. Il faut à côté de ça une indépendance énergétique, une autosuffisance énergétique. Aujourd'hui, la quantité d'énergie produite dans notre pays ne suffit même pas pour alimenter les ménages. Combien de fois pour alimenter des entreprises? Vous pensez qu'une entreprise comme Volkswagen ou bien comme Toyota, si s'installe au Cameroun, vous savez combien d'emplois on va créer? C'est des milliers d'emplois. Oui. Mais pour cela, on a besoin d'énergie. Pour développer notre agriculture, on a besoin des routes. Oui. Voilà les préalables pour l'éclosion ou bien pour redonner toute sa grandeur à l'économie nationale. Oui. Donc, il faut de l'énergie, il faut des infrastructures routières, il faut un certain nombre de choses, il faut des mesures incitatives. Il faut promouvoir la bonne gouvernance. Les tracasseries administratives doivent foutre le camp. Parce qu'au Cameroun, il y a des hommes d'affaires qui sont venus dans notre pays avec des milliards pour investir. Mais dans la corruption, ils ont bousillé tous ces argents. D'autres sont venus investir, mais ils ont refusé de partiser avec les corrompus qui leur demandaient de l'argent pour qu'ils s'installent. Ils sont partis au Gabon et autres. Et la solution que vous, de l'action que vous avez mise sur pied pour justement pallier à cette difficulté de la corruption, on va dire de l'inflation dans les marchés, et certainement ce SMIC qui pose toujours problème aux fonctionnaires. Vous avez bien fait de le dire parce que dans notre pays, la vie est de plus en plus dure. Oui. Le panier de la ménagère est maigre comme ça. Le pouvoir d'achat est faible. On nous parle du SMIC à 41 000. C'est une insulte. Parce que lorsqu'on fixe le SMIC, on doit prendre un certain nombre de paramètres en compte. Oui. Notamment, il faudrait que celui qui touche les 41 000 puisse se loger décemment, puisse se marier, faire des enfants, nourrir sa famille décemment, loger sa famille décemment, habiller ses enfants, se vêtir décemment, se soigner décemment, envoyer les enfants à l'école, permettre aux enfants d'aller dans les manèges, de se divertir, soutenir la famille et même épargner pour investir. Avec 41 000, on ne peut pas le faire. Ça veut dire que dans notre pays, les gens fixent le SMIC comme ça là, à l'aveuglette. Ils fixent pour fixer. Avec moi au pouvoir, le SMIC dans notre pays va remonter à 150 000 francs. 150 000. Parce que c'est avec ce montant qu'on peut commencer à vivre au Cameroun. Et pour susciter de la vocation au sein de la population, pour ne pas permettre aux gens de travailler pour de l'argent, mais travailler pour la vocation, il faudrait que dans tous les secteurs, les gens puissent vivre de leur métier. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être contrôleur financier ou bien travailler pour les impôts, etc., etc. Tout le monde veut être nommé pour voler de l'argent, parce que c'est là-bas où il y a de l'argent. Mais si un jeune sait qu'en étant peintre, en étant coiffeur, en étant steward, en étant cuisinier, en étant vigile, en étant footballeur, en étant artiste, je peux gagner ma vie. Je peux avoir au moins 150 000 francs de salaire brut par mois. Alors les gens vont travailler par vocation. Et une nation se développe lorsque les gens travaillent pas pour passion. Les gens travaillent avec amour et non lorsque les gens travaillent uniquement pour survivre et pour de l'argent. Donc le SMIC doit être réévalué à 150 000 francs. Et les gens doivent travailler. Parce qu'aujourd'hui, vous partez dans notre administration, les gens arrivent au travail à 10 heures, ils rentrent à 14 heures. Donc les gens ne travaillent pas, ils ne produisent pas. Ça peut justifier pourquoi les salaires sont tels. Mais si les gens travaillent, ça veut dire qu'ils produisent de la richesse. Et ça va permettre qu'ils soient payés très bien et qu'ils vivent normalement. Il faut réguler les prix des denrées sur le marché. Par exemple, prenons le gaz domestique, ce qu'on appelle le GPN. Est-ce que vous pensez que le prix du gaz à Yaoundé est le même qu'à Maroua ou bien qu'il est le même qu'à Bafoussam? Non, ce n'est pas le même prix. Pourtant, c'est supposé être homologué. Mais pourquoi il n'y a pas un suivi? Pourquoi il n'y a pas un suivi? Tout à l'heure, nous avons parlé de l'autosuffisance énergétique. Mais l'énergie, ce n'est pas que la lumière.
c'est aussi la possibilité de distribuer le gaz domestique à des personnes. Oui. Mais c'est difficile dans l'arrière-pays, où on empêche aux populations de couper le bois du chauffe pour pouvoir cuisiner, mais où on n'a pas l'alternative, notamment du gaz. Le gaz n'arrive pas dans l'arrière-pays. Et quand ça arrive, ça coûte exagérément cher. C'est quel pays où l'autorité en place n'a pas la capacité d'homologuer les prix? Ça veut dire que ces personnes sont faibles. Et nous avons besoin des hommes forts dans notre pays. Moi, président, lorsqu'on fixe le prix d'une denrée, je ne vois pas le boutiquier qui aura le courage d'augmenter 5 francs dans ce prix. Parce qu'il aura affaire à moi. Vous avez parlé de la corruption. Oui. Mais vous vous dites que si je sais que je vais voler 30 milliards et que si même on m'arrête, on va m'amener à Konengi où je vais relooker ma cellule, où je vais commander le service traiteur qui viendra me donner à manger tous les jours, venant du Hilton, où je vais continuer à boire du champagne. Mais je vole l'argent pour mettre à l'aise ma famille. Oui. Et pour vivre à Kondengi, c'est-à-dire en prison, comme si j'étais dans un hôtel 5 étoiles. Voilà pourquoi les gens volent dans notre pays. Moi, je crois que pour résoudre durablement ce problème, cet épineux problème de corruption dans notre pays, il faut se comporter comme le ministre de la Justice congolais. Il faut traiter de manière sauvage, de manière dure, tous ceux qui vont verser dans la corruption. Oui. Ibrahim Yiché, président, on dira à quelqu'un de voler 5 francs de l'argent de l'État. La personne dira non. Je préfère me suicider que de le faire. Parce que voler de l'argent dans les caisses de l'État, c'est plus que la mort avec ces messieurs. Le président Edjo l'avait fait. On ne volait pas en son temps. Pourtant, c'était les mêmes Camerounais. J'entends souvent dire que le vol est dans l'ADN du Camerounais. Je dis non, moi je ne suis pas un voleur, vous également. Mais ceux qui décident d'être des voleurs, ils peuvent être redressés s'ils savent qu'en face, lorsqu'ils volent et qu'ils sont appréhendés, non seulement par toutes les mesures, je dis bien toutes les mesures, sans exception, on va amener ces personnes à dire combien ils ont volé, à dire où ils ont gardé de l'argent. Lorsque nous allons récupérer cet argent, nous allons traiter ces personnes afin que ceux qui ont seulement l'intention de faire la corruption, le favoritisme, le népotisme et autres injustices puissent se décourager à jamais. Parce que ce sont ces mots qui sapent les efforts de développement dans notre pays. Le président de la République, par exemple, l'a signifié, parlant des routes. Oui. Lorsqu'il dit que lui-même il constate une inadéquation entre les fonds alloués pour des infrastructures routières et ce qu'il voit sur le terrain. Ça veut tout dire. Oui. Mais il faut sévir les acteurs de cette corruption de la plus sauvage des manières. Vous ne pouvez pas venir voler 700 milliards. Parce qu'en volant 700 milliards, vous avez empêché à des enfants d'aller à l'école parce que c'était l'argent pour construire des salles de classe, pour construire des forages, pour construire des routes. On continue à avoir des accidents parce que nos routes sont étroites, ce sont des routes des années 60. Mais vous avez pris de l'argent et mangé. Vous avez tué les Camerounais. Vous méritez plus pire que la mort. C'est ça qu'il faut dire à ces personnes qui pillent nos richesses et qui s'en foutent de l'intérêt général et qui privilégient leur intérêt égoïste. Quel est ce pays où les administrateurs, les fonctionnaires sont 100 millions de fois plus riches que les hommes d'affaires et les entrepreneurs? Ce n'est pas possible, ce n'est pas croyable, ça n'existe nulle part dans le monde où l'administrateur est plus riche que l'homme d'affaires, sinon au Cameroun. Les gens doivent payer leurs impôts. Il faut faire une nette différence entre l'administration, la fonction publique, l'État et les partis politiques. Ce n'est pas parce que vous êtes du parti Action ou bien que vous êtes du parti au pouvoir que vous n'allez pas payer les impôts. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, plusieurs ponctes du régime, parce qu'ils sont du RDPC, ne payent pas les impôts. C'est un sérieux problème. Parce que c'est avec l'argent de ces impôts qu'on doit financer le service public. Mais pour financer le service public, qu'est-ce qu'on fait dans notre pays? On va étrangler le citoyen lambda avec tout type d'impôts. Parce qu'on a besoin d'argent. Pourtant, ceux qui ont de l'argent généré par des entreprises ne payent pas les impôts pour le simple fait qu'ils sont dans le RDPC et que pendant la campagne, ils vont acheter du pain et de la sardine pour aller distribuer aux populations dans leur village. Ce n'est pas comme ça qu'on développe une nation. En tout cas, à ma connaissance, ce n'est pas cette politique que nous allons employer.
Une politique qui a été déployée au cours de votre adresse à la nation et que vous avez redéployée au cours de cette émission. 52 minutes, c'est vite passé, Monsieur le Président. Nous vous disons merci certainement. Un mot pour ce qui va suivre en 2025 pour sortir de ce plateau. Merci à vous. Nous nous apprêtons à lancer dans les prochains jours la plateforme Je m'engage pour l'alternance générationnelle. Oui. Cette plateforme vise à mobiliser les jeunes pour susciter au sein de cette population ultra-majoritaire de notre pays l'envie d'y faire de la politique, l'envie de s'intéresser à la chose politique. Nous allons aussi travailler pour promouvoir au sein des partis politiques au Cameroun l'investiture jeune. Parce qu'il est important que les partis investissent des jeunes afin de promouvoir le rajeunissement de la classe politique, l'alternance générationnelle pacifique et par les unes dans notre pays. Les jeunes dans notre pays doivent comprendre que ce n'est pas la voix des unes qu'on change le pays, qu'on arrive au pouvoir et que pour cela, la première chose à faire, c'est de s'inscrire sur les listes électorales, c'est d'aller voter pour les candidats jeunes, parce que l'avantage avec le candidat jeune, c'est quoi? C'est qu'il est comme vous, il connaît vos problèmes, il vit vos problèmes, et c'est celui qui comprend vos problèmes, qui n'a pas besoin d'être sensibilisé sur vos problèmes, qui peut le mieux apporter les solutions à vos problèmes. Un savant avait dit un jour que lorsqu'on décide sans nous, on décide contre nous. Les jeunes doivent travailler pour être présents désormais dans des instances de décision pour qu'on cesse de décider désormais contre nous. Voilà qui est dit sur ce plateau. Se rappelant que nous recevions Ibrahim Itché, le président national du parti Action. Avec lui, nous sommes revenus sur son déploiement en 2025, mais surtout sur son adresse de fin d'année à la jeune génération et surtout aux populations camerounaises du Cameroun et du monde, bien évidemment. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci pour l'invitation. C'était un honneur. Le temps est très vite passé. Espérons que nous allons encore vous avoir pour justement revenir sur la plateforme qui sera mise sur pied dans quelques jours. Tout à fait. Vous savez, Regarde Afrique est une chaîne panafricaine qui est regardée partout en Afrique et à travers le monde. C'est un espace idéal et idoine pour nous, pour nos communications, pour pouvoir le mieux sensibiliser les Camerounais sur les idées que nous portons. Et c'est à nous de vous dire merci. Nous sommes disposés et disponibles. À chaque fois que vous allez nous inviter, nous allons honorer à l'invitation. Merci beaucoup. Merci également à vous qui avez pris la peine de l'équipe technique de nous permettre cette qualité de production ce soir. Reconnaissance au président directeur général du groupe Regarde Afrique, M. Igor Biwoli, qui nous a permis d'être sur ce plateau. Retrouvons-nous jeudi prochain lorsqu'il sera 21h pour une autre sortie de Regard Politique. Bonsoir.